Décembre 2022, Washington, aux États-Unis, accueillait la deuxième édition du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Un sommet qui a vu la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le secteur privé américain et africain, des ONG, des médias, et au centre de cette rencontre, le renforcement des relations économiques, commerciales entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Qu'est-ce qui fait ce regain d'intérêt de l'Afrique pour les États-Unis? Alors, ce regain d'intérêt interroge, et dans ce numéro d'intelligence économique, nous en parlons. Bonsoir. Sommet USA-Afrique, c'est le thème de notre numéro d'intelligence économique. Sur le plateau, j'ai trois invités. Monsieur Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles Sibaï. Vous êtes spécialiste en intelligence économique et stratégique. Merci beaucoup. Également cofondateur du cabinet Competitive Analysis. Exactement, Jean-Charles Sibaï. Et puis sur le plateau, docteur Jean-Marc Oulaï, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sibaï. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes également expert en intelligence économique et spécialiste des programmes de développement entre le Nord et le Sud. Exactement. Vous êtes également auteur et écrivain. Absolument. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi. Et puis, M. Serge Nedro, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Je rappelle que vous êtes homme d'affaires. Serge Nedro est PDG du groupe Alliance Holding Corporation. Vous êtes également spécialiste en intelligence économique. Alors, cher invité, le sujet, il est d'actualité. En décembre 2022, un grand sommet a eu lieu, le deuxième du genre, entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet intérêt des Américains pour l'Afrique subsaharienne? Docteur Jean-Marc Oulaï. Alors je vous remercie encore pour l'opportunité que vous me donnez donc, de partager le plateau avec d'éminents panélistes. Et donc le regain, lorsque nous faisons une analyse du point de vue historique, nous voyons que le président Barack Obama, déjà en 2014, avait lancé déjà un premier sommet. Et par la suite, nous avions vu qu'avec le président Trump, on a eu en fait une sorte de déclin par rapport à l'intérêt que les États-Unis portaient, n'est-ce pas, au continent africain. Et avec donc la mandature de l'administration Biden, on voit déjà que cette administration est en train donc de renouer avec l'Afrique. Et c'est pourquoi le slogan du programme américain, du programme du président américain Joe Biden était American is back. D'accord? Donc, pour traduire en français que les États-Unis sont de retour. Et contrairement au slogan de Trump qui était redonner à l'Amérique sa grandeur. Sa grandeur. Hein? America Great Again. Okay, donc, je veux dire que dans la conception ou dans l'idéologie de la politique étrangère américaine, disons que l'Afrique n'a pas été la priorité en fait des États-Unis. Et donc, l'administration Biden, qui est du courant démocrate, veut encore remettre l'Afrique, n'est-ce pas, au cœur de leur stratégie de politique extérieure. D'accord, on va rentrer dans les détails. Alors, M. Sadia, vous êtes d'accord avec Dr Oulaï que l'Afrique n'a pas un grand intérêt pour les États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous faites le constat? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dr Oulaï parce que il faut dire que l'Amérique n'a pas une véritable politique africaine en tant que telle. Cela peut être lié à l'histoire aussi à d'autres circonstances. Il faut dire que depuis 1945, avec les conférences de Yalta et de Potsdam, ces deux conférences-là ont consacré ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et donc, selon ce nouvel ordre mondial, les États-Unis prenaient le leadership mondial qu'il a pris entre les mains de la Grande-Bretagne. Donc, les trois grandes puissances de l'époque étaient la Russie, l'Angleterre et les États-Unis ont partagé le monde donc avec faire en sorte que le monde soit divisé en deux grandes zones d'influence. Les zones de puissance de l'Ouest qui sont sous le parapluie des États-Unis et les puissances de l'Est. Donc je vais dire ce qui rend ce sommet-là de cette année un peu particulier, c'est dû à plusieurs facteurs.
D'abord, je veux dire, depuis un certain temps, quand même, il y avait les causes lointaines. Dans un premier temps, les causes lointaines, c'est que, après la chute du mur de Berlin en 1990, nous avons vu donc que les États-Unis, plus ou moins, le bloc occidental a pu avoir la victoire sur le bloc de l'Est représenté par la Russie. Mais aujourd'hui, il y a deux facteurs récents qui font que les États-Unis ont, je veux dire, commencé à être de retour pratiquement en Afrique. Le premier, c'est la mort du guide libyen Mohamed Al-Kadhafi. Après la mort d'Al-Kadhafi, je veux dire, aujourd'hui, les États-Unis qui étaient les plus grands, enfin la Russie qui était les plus grands pourvoyeurs d'armes au niveau de la Libye, ont vu véritablement qu'ils avaient perdu l'influence et qu'il fallait se repositionner en Afrique. C'est-à-dire les Russes. Hein? Les Russes. Et on a vu aujourd'hui que, pour parler des événements les plus récents auprès de nous, c'est qu'il y a eu la guerre la Russie a appelé cela sa campagne en Ukraine. L'opération spéciale militaire. Jusqu'à présent, ils refusent qu'on dise que c'est une guerre. C'est une guerre. Alors pour la Russie, c'est une opération spéciale militaire. C'est une opération spéciale militaire. Un peu pour négliger, mais attention, sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Mais la conséquence de cela, c'est que pour la première fois, les pays africains ont refusé de s'aligner automatiquement sur les positions des pays, des puissances occidentales, traditionnellement, comme cela se faisait. Donc ça, c'est un élément qui a sonné un peu comme un avertissement au niveau des grandes puissances, des puissances occidentales, notamment les puissances regroupées au sein de l'OTAN. Deuxièmement, c'est l'arrivée de Wagner. Wagner, qui est la société militaire privée, russe, considéré un peu comme le bras armé de la Russie en Afrique. Et cette puissance-là, je veux dire, c'est Wagner, donc à travers la Russie, s'est implanté dans ce qu'on peut appeler le précaré de l'un des alliés historiques des États-Unis. Aujourd'hui, de sorte que véritablement cette installation, cette arrivée de Wagner, et brouille véritablement les cartes dans une Afrique dont nous allons peut-être parler tout à l'heure, qui suscite beaucoup d'intérêt sur le plan minier. Je suis américain, et bon, l'Afrique ne me dit pas grand chose. Oui. Wagner s'installe en Afrique, on peut dire que bon, ce n'est pas mon affaire, puisque je n'ai pas une politique forte sur le continent, hein, mais c'est ça, je n'ai trop... Non, en fait, ce que je voulais dire... Est-ce qu'on peut... Non, ce que je voulais dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que... Pourquoi Wagner fait-il si peur, les Américains? Non, mais Wagner fait peur. La question de Wagner, je pense qu'il faut relativiser cette question parce que la configuration des conflits internationaux aujourd'hui fait en sorte que toutes les grandes puissances ont recours au SMP, les sociétés militaires privées. Aux États-Unis, c'est Academy. En France, c'est Amarante et puis c'est Copex. Même en Turquie, la Grande-Bretagne et toutes ces grandes puissances-là aujourd'hui utilisent les sociétés militaires privées. Donc je vais dire que c'est une question aussi de guerre économique, plutôt guerre communicationnelle, je vais dire. Donc, Wagner fait si peur, effectivement, parce que, effectivement, ce qui est derrière le pays, l'acteur qui est derrière Wagner, c'est bien la Russie. Et la Russie, c'est l'une des plus grandes puissances militaires au monde aujourd'hui. Et donc, ça change carrément les donnes. Et ce qui fait peur, c'est l'objectif stratégique. Qu'est-ce qui est derrière? Ce sont les minéraux. Des minéraux stratégiques et ce qu'on appelle les minéraux stratégiques qui sont véritablement l'objet de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On va y revenir. Alors, M. Nedro, je vais dire, selon l'administration Biden, il faut faire une refonte des relations entre les Américains et les Africains et mettre en place une coopération gagnant-gagnant. Évidemment, c'est vrai, l'Afrique est devenue un enjeu très stratégique, un enjeu géopolitique stratégique, et ça s'est vu, hein, comme il a rappelé tout à l'heure, lors du vote à l'ONU, de la résolution qui devrait évidemment condamner l'acte d'agression de la Russie contre l'Ukraine, évidemment. Et il y a eu 29 pays africains qui ont refusé et qui sont abstenus, j'ai envie de dire. Et donc ça a montré que l'Afrique est devenue un terrain géopolitique assez important pour la résolution des grands conflits mondiaux et pour la prise de décision, j'ai envie de dire, au plan international. Donc il faut dire que l'Afrique n'a pas été totalement, c'est vrai, abandonnée par les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis ont un défi stratégique important aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine.
C'est la Chine, en fait. La Chine est Vous lorgnez vers la Chine. Oui, la Chine est le plus grand défi stratégique actuel des États-Unis d'Amérique. Et c'est connu de tous. Parce que, évidemment, il y a cette guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis pour pouvoir avoir, j'ai envie de la prépondérance au niveau économique et au plan géostratégique à tous les niveaux. Et on voit l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Et cette influence se fait non seulement au plan économique, mais de plus en plus, on voit combien de fois Pékin est en train de prendre de l'ascendant sur certains chefs d'État et sur certaines prises de décision au plan politique. Et donc, pour les États-Unis, il ne faut pas laisser la Chine et la Russie avancer, j'ai envie de dire, faire avancer leur influence sur les pays africains. Donc, il faut tout de suite les contrer. Et donc, et comme cela s'est avéré lors du vote à l'Assemblée des Nations Unies, il fallait prendre évidemment cette décision. On me dira oui, évidemment, ce sommet USA-Afrique était déjà prévu d'avance, mais il faut dire que la date a été rapprochée, les choses sont précipitées. Hasard du calendrier. Juste après ce vote où on voit l'importance évidemment des pays africains, sinon j'ai envie de dire l'affront d'un certain nombre de pays africains. Donc, du coup, l'Afrique devient un enjeu géopolitique, un enjeu stratégique. Le sommet en lui-même est un sommet important. C'est le deuxième du genre. C'est vrai, le premier a eu lieu en 2014. L'administration Trump, qui est une administration qui a dit nous on se replie en fait sur la politique américaine, donc America First, donc l'Amérique en premier lieu, et évidemment l'administration Biden, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, qui est une administration de courant démocrate, mais qui sont tout le temps, j'ai envie de dire, avec une certaine politique j'ai envie de dire étrangère très agressive, et donc là les enjeux étant présentés, j'ai envie de dire, il fallait faire de l'Afrique un terrain conflictuel où il faut gagner la bataille et il faut contrer tout de suite l'influence de la Russie et surtout l'influence de la Chine. Ce qu'il faut dire, c'est que habituellement les États-Unis, d'abord de par leur histoire, n'ont pas, je vais dire, cette culture coloniale-là. Du fait d'avoir combattu les colons anglais, fait en sorte que les États-Unis, c'est l'une des puissances dominantes aujourd'hui qui n'a pratiquement pas de colonies aujourd'hui. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure les accords de Yalta et aussi des accords de Potsdam, qui ont consacré la partition du monde en deux blocs. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la zone d'influence, les zones d'influence ont été partagées. Quand vous regardez très bien, vous vous rendez compte que les zones d'influence des États-Unis, c'est pratiquement le Moyen-Orient, etc., etc. Et les États-Unis sous-traitent leur influence en Afrique, notamment à travers certains alliés historiques comme la France, et aussi d'autres pays, tout un pays européen. Là, ils décident de laisser cette sous-traitance et eux-mêmes de venir sur le terrain. Non, mais justement, parce que la France... Oui, mais justement, il y a eu des éléments récents. Les sous-traitants ont failli? Oui, les sous-traitants ont failli parce que les éléments, je veux dire que les événements récents amènent, parce que les États-Unis, c'est un pays très puissant, c'est la plus grande puissance aujourd'hui au monde, quoi qu'on le dise. Mais je veux dire, le fait que la France ait perdu pied en Centrafrique, au Mali, et aussi pratiquement dans d'autres pays comme et le fait d'abord qu'elle ait perdu pied et pratiquement elle est en train de balancer actuellement au Burkina, parce que si vous vous rappelez très bien, les autorités de la junte actuellement ont demandé aux soldats français de quitter le pays. Donc je veux dire que est-ce qu'il faut attendre que tout ce que je vais dire de ce mouvement-là fasse son effet domino? Non, c'est pour cela que les États-Unis sont inquiets à juste titre, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, elles sous-traitent leur influence. Elles ont vu qu'effectivement sur le plan international, aujourd'hui, les États-Unis ont perdu l'influence. C'est pour cela que vous avez remarqué qu'effectivement ce sommet-là se tient. Mais il se tient aussi à une période où déjà du 17 au 18 février, il va se tenir le prochain sommet UE-Afrique. Il va se tenir là, et ensuite, maintenant en préparation du sommet Russie-Afrique qui se tiendra dans le mois de juillet 2023. Donc je veux dire que ce sont ces éléments-là qui ont mené les États-Unis aujourd'hui véritablement à se dire, est-ce qu'il ne faut pas se remettre en cause et puis voir ce qui n'a pas marché? D'accord. Docteur Oulaye, oui. Les États-Unis, c'est vrai, et par le passé, n'ont pas eu une grande politique de coopération avec l'Afrique, mais il y a quand même eu l'AGOA. Il y a même eu Prosper Africa créé par Donald Trump. Où en sommes-nous? Est-ce que c'était un échec? Tout à fait. Avant de répondre à votre question, j'entends souvent dans les interventions des hommes d'État, ils parlent de l'Afrique est un laboratoire. Pour moi, c'est un peu péjoratif.
c'est comme si les Africains, nous n'avons pas la capacité ou la maturité de pouvoir donc prendre en main notre destin. Et je pense que c'est aussi, à travers votre émission, c'est une manière aussi une invite pour vraiment continuer donc à sensibiliser dans la conscience collective que nous, Africains, nous avons aussi notre rôle à jouer. Et moi je dirais, c'est au contexte d'une opportunité qu'on ait un contexte géopolitique assez majeur où toutes les grandes puissances se battent pour voir dans quelle mesure se positionner. Et c'est à ce moment-là que l'Afrique doit aussi dire, ben, tiens, on intéresse, voici comment est-ce qu'on peut changer un peu les choses. Alors pour revenir à votre question qui est très pertinente, M. Sibahi, c'est l'AGOA. Alors, les États-Unis, comme j'ai l'habitude de le dire, que ce soit dans mon ouvrage, c'est que ce n'est pas un programme de coopération au sens véritable du terme, comme le définit l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est que des programmes. Donc, ça veut dire que les États-Unis, dans leur logique donc, du deuxième sommet, on parle de refonte. Ils estiment que, si on reste seulement qu'au programme, on ne pourra pas vraiment toucher ou du moins montrer aux Africains que nous sommes vraiment des partenaires privilégiés. Donc il faut revoir les choses. Et vous avez vu en fait le président Biden qui plaide pour que l'Afrique puisse maintenant faire partie, n'est-ce pas, au niveau donc des Nations Unies, au niveau donc du Conseil de sécurité. Il veut aussi qu'il y ait quand même un membre au niveau donc, du G20. Donc il est en train de plaider pour que l'Afrique puisse assumer sa responsabilité. Et je suis totalement d'accord avec M. Sadia Klos qui parle de les États-Unis qui n'ont pas cette culture coloniale-là, parce que c'est une question de mindset. Tous les pays qui sont dans le Commonwealth ont beaucoup plus une culture, beaucoup d'indépendance, d'autonomie. Donc l'AGOA, on va dire que ce programme-là a des résultats qui sont mitigés. Il est censé prendre fin en 2025 et c'est un programme qui permet à ce que les exportations venant des pays donc éligibles à l'AGOA puissent bénéficier, on va dire, de réduction de droits de taxes, etc. Maintenant, il y a un élément qui est majeur dans ce programme-là, c'est que les critères d'éligibilité sont définis par les États-Unis. C'est normal. Parce que donc, tu envoies tes produits chez moi. Il faut que je te donne les critères. On parle de coopération. Quand on parle de coopération, si on a une coopération, si on dit qu'on est dans une coopération, ça veut dire qu'il y a des droits et des devoirs. Mais que les règles ne viennent pas seulement d'une seule partie. En fait, c'est comme ça que moi je conçois les choses. Donc si ce sont des règles qui sont établies seulement par, on va dire, la puissance par rapport à l'autre pays, donc on n'est plus dans une coopération, on est dans, on va dire, un rapport de, voilà, un rapport de peut-être celui qui est donateur ou celui qui est le bénéficiaire et l'assisté. Vous voyez? Donc pour moi, ce programme doit devenir une relation de coopération et je pense que les États-Unis sont en train de travailler dans ce sens-là. Prosper Africa, c'est un programme qui a été donc conceptualisé sous l'administration Trump, qui a été mené par sa fille Ivanka Trump. Et bon, on va dire que ces résultats n'ont pas été atteints parce que ça a été un temps d'un mandat et elle était en train de commencer à sensibiliser un peu avec cette tournée, mais on n'a pas eu les résultats escomptés. Probablement, ce qu'il faut dire, c'est l'AGOA qui est vraiment le programme qui est connu et qui est mis en plus aussi du programme PEPFAR, qui est le programme qui est mis en place dans le domaine de la santé. Voici un peu les deux programmes phares qui ont quand même eu un impact et particulièrement en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, le sommet s'est déroulé en décembre, du 13 au 15 décembre, 3 jours. Et puis bon, qu'est-ce qu'il en sort? Il en est sorti beaucoup de choses à ce sommet. Je crois qu'il y a eu trois enjeux majeurs. Il y avait d'abord l'enjeu de la sécurité alimentaire par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui s'est déroulée avec, j'ai envie de dire, la faim dans le monde. Donc il fallait assurer la sécurité alimentaire des pays africains puisqu'on considère que les pays africains sont les pays qui, évidemment, importent plus de blé russe et de blé ukrainien. Donc il y avait cet enjeu qui était là. Le deuxième enjeu également était la gouvernance mondiale, le changement de la gouvernance mondiale et le positionnement de l'Afrique au niveau de la gouvernance mondiale. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, au niveau de cette gouvernance, on constate évidemment qu'il y a des pays importants ou tout un continent comme l'Afrique, des pays importants comme l'Allemagne qui ne siègent pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc il était important quand même, j'ai envie de dire, pour les États-Unis de lever un peu la voix pour dire il faille que l'Afrique soit représentée évidemment au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe
de prise de décision assez importante, puisque vu aujourd'hui, j'ai envie de dire, la place prépondérante que prend l'Afrique dans le Conseil des Nations, au niveau économique comme au niveau social, puisque notre population croît de plus en plus. On est aujourd'hui à environ 1,3 milliard, ce que l'on 1,2 milliard et quelques millions d'habitants, donc qui est proche pratiquement de la Chine et de l'Inde. Hein. Donc on est un continent important, on est un marché très important. Et donc avec tous ces différents enjeux, il y a aussi le dernier enjeu, je crois que c'est le changement climatique. Ils ont mis un point important sur le changement climatique. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de tout ça, c'est l'importance que prend l'Afrique. En réalité, c'est l'importance que prend l'Afrique et les États-Unis voient que les programmes comme AGOA, Prosper Africa sont en train de devenir comme des programmes obsolètes vis-à-vis de ce qui se passe, parce que le monde est en train de changer et le monde devient de plus en plus un monde multipolaire. Et donc l'Afrique aujourd'hui reçoit beaucoup de demandes comme venant de la Chine, venant de la Turquie, venant de la France, venant des États-Unis. Et donc aujourd'hui de plus en plus, il faut avoir cette relation directe avec l'Afrique, que d'avoir, j'ai envie de dire, une relation, comme l'a dit, j'utilise l'expression sous-traitée, voilà, avec l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on remarque une multiplication des sommets, Russie-Afrique, UE-Afrique, États-Unis-Afrique, ainsi de suite. Inde-Afrique. Inde-Afrique, parce que la croissance africaine la croissance africaine commence vraiment à s'accélérer, et on constate évidemment que cette croissance-là, elle est soutenue depuis un certain nombre de temps. Et aussi, il y a l'apparition, comme on le dit, je ne dirais pas l'apparition, il y a notre, je ne sais pas si je dois dire que c'est le vecteur qui nous crée, qui nous envoie le bonheur ou le malheur, nos ressources naturelles, représentées par les hydrocarbures, représentées par les ressources minières, évidemment. Donc ces ressources-là sont convoitées de plus en plus et attirent des puissances économiques mondiales. Donc, partant de ce tas de fait, je voudrais simplement signifier que aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire, et les Africains devaient comprendre que ils doivent rechercher des partenariats gagnant-gagnant, pas des programmes économiques. Les programmes économiques, c'est vrai, ça peut marcher. L'AGOA, par exemple, ça a marché plus pour les pays qui sont dans l'Afrique australe, tels que le Malawi, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Pour ces pays-là, ça a marché. Mais vous voyez que les pays de l'Afrique francophone n'ont même pas bénéficié de ce programme réellement. Je parle du volume d'échange. Il y a eu quoi? Il y a eu seulement 1 milliard de dollars d'échange. C'est-à-dire que, je parle de la Côte d'Ivoire, on a exporté seulement que 1 milliard. Je crois que quand on a organisé l'AGOA à Abidjan en 2019, le président Alassane disait qu'il va soutenir le secteur privé afin que les exportations ivoiriennes passent d'1 milliard à 3,5 milliards de dollars. Donc vous voyez que 1 milliard de dollars pour des échanges entre les États-Unis et l'Afrique, c'est pas grande chose en réalité. Et dernière chose, pour terminer, je voudrais quand même dire que nous devons considérer le marché africain comme un marché important à développer. Parce que c'est 1 milliard 300 millions d'habitants environ. Donc c'est un marché important. Au lieu de suivre des programmes tels qu'AGOA où on doit aller exporter ainsi de suite, pourquoi ne pas, j'ai envie de dire, bénéficier du marché intérieur africain? Pourquoi ne pas développer ce marché intérieur africain, puisqu'on a une masse de consommation très importante, on a la population la plus jeune du monde, et donc ça veut dire quelque part que les enjeux de consommation sont ici. La ZDCAF, par exemple, est une bonne chose. Sur la ZDCAF, effectivement, sur la zone de libre-échange continentale africaine, qui fait partie des résolutions en fait, et l'agenda 2063. Maintenant, là où on attend les différents dirigeants, c'est sur l'aspect concret des résolutions. Parce qu'on multiplie les sommets comme on le dit, mais quels sont les résultats sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que veulent savoir les populations. On se dit que peut-être que ce sont des rencontres de chefs d'État de haut niveau, mais après, quels sont les résultats? Alors, il y a la question aussi en termes de résultats, il y a la dimension de l'électricité qui avait été déjà mise en œuvre avec les États-Unis à travers ce qu'on appelle le Power Africa. Il y a la question aussi basée sur le numérique. On veut une transformation digitale. Je pense que ça fait partie des besoins pour transformer nos économies. Éventuellement, on a la question liée à l'aspect spatial. On a vu que le président camerounais Paul Biya avait donc mentionné cela au cours de son allocution. Donc, voici les véritables enjeux que vraiment les populations africaines vraiment attendent avec impatience. Éventuellement aussi, nous avons une réalité que nous devons comprendre. Nos économies ne sont pas les mêmes que les économies aux États-Unis.
les 95 ou 99% de l'architecture économique de nos pays, c'est le secteur informel et je dirais les petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, tous les programmes que nous pensons, ça ne doit pas rester au niveau macroéconomique, mais on doit fortement s'attaquer au secteur privé. Et quand le Premier ministre Patrick Hachi a lancé récemment ce qu'on appelle le guichet pour les petites et moyennes entreprises, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller pour sentir vraiment l'impact des différents programmes qui sont menés ou des différents investissements, ce qu'on appelle les financements directs étrangers. Donc tant qu'il n'y a pas une structure ou un écosystème favorable à toutes ces grandes décisions-là, c'est comme si on va mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi. Permettez-moi de revenir un peu sur ce que Anthony Blinken disait, le secrétaire d'État, qui a dit que à l'issue de ce sommet-là, et comme résolution de ce sommet, qu'il fallait aller, je vais dire bien entendu maintenant, avec l'Afrique, avec un véritable partenariat. Donc, avec les diplomates, les mots ont tout leur symbolique. Et donc, ça montre véritablement que les États-Unis, très certainement, ont dû se rendre compte que par le passé, le partenariat qui avait été tissé avec quelques faiblesses, parce que le système de l'AGOA lui-même avait beaucoup de faiblesses, il y avait beaucoup de restrictions, notamment en ce qui concerne certaines mesures qui étaient imposées aux PME africains. Mais permettez-moi de revenir un peu à l'histoire. C'est que le 5 février de 1957, Félix Houphouët-Boigny, qui était ministre délégué dans le gouvernement français, parlait des immenses ressources minières, minéralières, pétrolières qui se trouvent dans le Sahara et dans le Sahel, et qu'il fallait véritablement entreprendre les actions et qu'un seul pays ne pouvait pas exploiter cela, et que pour le prestige de la France, parce qu'à l'époque il parlait en tant que ministre français, il fallait faire en sorte que ces immenses ressources inexploitées puissent revenir et être utilisées pour l'influence de la France sur le plan économique et sur le plan politique. Et après ça, Houphouët-Boigny a dit, je n'ai plus tellement la référence, mais il a dit que celui qui contrôlera les ressources du Sahel contrôlera le monde. Et nous sommes en train d'y venir maintenant aujourd'hui. Les États-Unis se sont rendus donc compte qu'effectivement qu'il fallait évidemment un véritable partenariat face à ce que la Chine, face aux routes de la soie, c'est-à-dire le programme chinois qui consiste à bâtir des infrastructures en Afrique. Ça, c'est beaucoup plus concret. C'est concret. On voit les lignes de chemin de fer en Éthiopie, on voit le nouveau pont entre le plateau et, le plateau et Cocody, le quatrième pont entre le plateau et Yopougon. Ça, ce sont des éléments qui sont concrets pour citer les exemples qui sont beaucoup plus près de nous. Donc, je pense qu'en ayant vu cela et pour pouvoir faire pièce et s'opposer à l'influence chinoise, surtout et russe en Afrique. À l'issue de ce sommet, les États-Unis ont proposé, un financement de 55 milliards de dollars, qui correspond à environ à 33 000 milliards de francs CFA, qui vont être injectés dans les infrastructures, dans le domaine énergétique, dans le domaine climatique, dans le domaine éducationnel, dans le domaine numérique, tel qu'ils l'ont dit. Alors donc, la question de savoir maintenant, est-ce que ça va être comme toujours des vœux pieux? Parce que les Africains aujourd'hui, il faut dire que les choses ont beaucoup changé. Et les États-Unis, les pays occidentaux aujourd'hui se retrouvent un peu comme deux jeunes gens qui convoitent une belle femme. Et donc, chacun déploie effectivement, sa stratégie. Alors, M. Sadia, vous avez la parole. Hein. Oui. On sait que, généralement, l'Occident avait des aides conditionnées, oui, contrairement à la Chine, qui aide sans trop vous imposer des choses. Alors là, les 33 000 milliards, oui, est-ce que ce sont des aides conditionnées? Alors, j'investis, je te donne de l'argent, 33 000 milliards en Afrique. Mais attention, dans cette guerre de positionnement, vous vous positionnez du côté de l'OTAN. Oui, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça? Des rumeurs, parce que non encore, justifiées, sont en train de s'étendre sur la toile, attribuant, le désir des États-Unis d'imposer des sanctions aux pays africains qui vont participer au prochain sommet, russo-africain. Je voudrais dire que même c'est pas une rumeur. Voilà. Parce que le Congrès américain a voté une loi, et c'est ça qui a en fait entraîné juste avant le sommet là, ils ont voté une loi au Congrès qui dit que tous les pays qui vont donc s'allier avec la Russie seront donc sous sanctions.
Donc ça, c'est le texte. Voilà. Voilà, bon, donc c'était en cours d'examen par le Congrès. Oui. Et le président Macky Sall avait même plaidé officiellement lors de ce sommet et a demandé officiellement au président Biden de pouvoir sinon suspendre ce projet-là de sanctions, parce que c'est des sanctions contre l'Afrique. J'utilise les mots du président Macky Sall. Il a dit c'est des sanctions, non, il n'a même pas dit de manière directe, il dit c'est des sanctions contre l'Afrique. Et ces sanctions n'ont jamais eu de précédent dans les relations internationales. Et je pense que c'est vraiment à saluer. Ça a été un plaidoyer direct, clair, et précis et courageux de la part du président Macky Sall. Et là, nous sommes en train d'y arriver, et c'est un peu cela, parce que par exemple, lorsque les pays africains sont allés à cette rencontre, ce sommet qui aujourd'hui, peut-être pour les non-avertis, semble un sommet anodin, mais ce n'est véritablement pas un sommet anodin, parce que dans le patchwork qui est imposé aux Africains, je crois qu'il y a la question des droits de l'homme. Et dans la question des droits de l'homme, il faut trouver beaucoup de choses. Et je veux dire, avant de faire cette émission, on a eu des enquêtes un peu, on a interrogé quelques sachants, quelques Africains, qui, je pense que c'est cette faiblesse un peu des États-Unis à vouloir imposer, je veux dire, certaines choses, par exemple, le droit des LGBT. Par exemple, qui a compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, et qui parfois sont utilisés comme des conditions pour pouvoir avoir accès, je veux dire, à certains financements. Est-ce qu'on ne va pas utiliser ces dispositions légales-là comme conditionnement, par exemple, aux Africains, pour pouvoir avoir accès aux 33 000 milliards, alors que les Russes et les Chinois, bon, ils vous disent, ils ont une aide liée, hein, ils disent, bon, nous on vous prête de l'argent, nous on vient avec de l'argent de nos banques, c'est nos entreprises qui construisent, etc., etc. On prend quelques ouvriers sur place, il n'y a pas de problème, les pays africains sont d'accord. Mais je veux dire que l'un dans l'autre, on est peut-être en train d'aller vers là, et les Africains ont de plus en plus, comme Antoine Glaser, votre collègue le disait, les Africains ont de plus en plus le choix. Ils ont beaucoup de monde dans leur salon et ils ont la possibilité. On montre aujourd'hui que les Africains, ça ne se sent pas. Mais les Africains sont de plus en plus autonomes. Ils ont la possibilité de choisir sans véritablement, je veux dire, avoir quoi que ce soit. Si, je veux dire, les pays occidentaux sont trop restrictifs, bon, ça va peut-être balancer les pays africains dans le côté où ils ne veulent pas qu'ils aillent. D'accord. Alors, monsieur Serge Nedro, on va évoluer à l'issue de cet échange. Hein, on voit qu'il y a une guerre de positionnement entre les États-Unis d'une part et l'Occident, et puis la Chine et la Russie. Alors, quelles sont les forces et faiblesses de chaque camp dans cette guerre de positionnement sur le continent africain? Il faut dire que, évidemment, il y a... Toutes les parties ont des forces et des faiblesses, évidemment, et donc, mais ce que je voudrais relever dans un premier instant est que ce conflit, j'ai envie de dire, géopolitique ou géostratégique qui se mène également en Afrique, est un conflit de deux ordres mondiaux, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. On a vu un monde unipolaire, évidemment dominé par les États-Unis, donc dominé par l'Ouest à la suite de la chute du mur de Berlin, et où la Russie s'est vue perdre cette grande guerre froide. Ouais. Voilà. Et donc là a eu, j'ai envie, dans sa gorge cette humiliation qui ne dit pas son nom. Qui attendait sa revanche. Qui attendait sa revanche. Donc aujourd'hui, on inscrit en fait la guerre en Russie, la guerre en Ukraine par ce tact-là de revanche, hein, de la part de la grande Russie du président Poutine, et donc ça s'inscrit dans ce conflit-là du changement d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Évidemment, l'Afrique est le meilleur terrain pour se battre. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première est que nos dirigeants sont malléables. Je m'excuse pour le terme, mais c'est un peu fort. Hein? Non, je veux dire que nos institutions ne sont pas fortes. Je ne parle pas de nos dirigeants en tant que personne, puisque vous vous souvenez du grand discours d'Obama. Il a dit l'Afrique n'a pas besoin de leaders forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. C'est en cela que je m'inscris. Nos institutions sont tellement faibles que évidemment, elles n'ont pas la possibilité de résister face à l'armada géopolitique, face aux pressions, j'ai envie de dire, économiques, géopolitiques, géostratégiques des grandes puissances. Donc du coup, l'Afrique est le meilleur terrain de jeu
géopolitique à mener. Et partant de ce tas de fait, les différents acteurs ont différents leviers. Voilà, les États-Unis, à travers la France, j'ai envie de dire l'Occident, mené par les États-Unis, la France en Afrique, et c'est évidemment, comme je le dis, ils utilisent le vecteur colonial, c'est-à-dire qu'ils se basent sur leur ancienneté, ils se basent sur les aspects historiques, les liens historiques qu'ils ont eu avec les pays africains pour pouvoir évidemment continuer de mettre cette pression sur nous. Et aussi l'autre vecteur qui est le vecteur important, c'est le vecteur économique, parce que de plus en plus évidemment ces pays-là occidentaux nous prêtaient de l'argent, et avec leurs influences très accrues ou très croissantes sur les institutions de Bretton Woods. Voilà. Et donc, si les États-Unis peuvent te pousser à avoir des prêts auprès de la Banque mondiale ou du FMI, évidemment, tu as ces gens de prêts pour pouvoir financer tes grands projets économiques, tes grandes infrastructures économiques, et ainsi de suite. Et donc, ils se basent sur ces différents leviers. Donc, levier historique, levier colonial et levier économique. Et voici la Chine et la Russie qui arrivent avec des avantages aussi dans le main, avec des leviers importants. La Chine qui dit, moi j'ai un levier économique avec des conditions assez faibles. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent, je peux vous le donner, je peux construire des infrastructures et c'est important, mais ce que je veux évidemment, c'est vous permettre à ce que je puisse avoir des entrées au niveau économique. Et la Chine donc a mis, je crois, près de 250 milliards de dollars en termes de ratio d'investissement de la Chine en Afrique, 250 milliards de dollars, donc qui a largement dépassé les investissements des pays occidentaux en Afrique. Et donc, ce coup de pouce, les Africains non seulement ont accès au financement à Cuba, avec des conditions assez faibles, avec des conditions, j'ai envie de dire même inexistantes, pratiquement, et donc on voit, et la Chine est allée jusqu'à financer la construction du siège de l'Union africaine en Éthiopie, ce qui est quand même gravissime, parce qu'on se rend compte que... Mais c'est ça, je ne trouve vous écouter, la Chine est un ange. Pas vraiment. Je veux dire que la Chine est allée au-delà de ce qui ne s'est jamais fait, parce que l'UA quand même c'est notre lieu de décision, c'est notre instance la plus importante en Afrique. Mais comment est-ce que permettre à une puissance étrangère de nous donner l'argent pour construire notre siège? Donc vous voyez jusqu'où va l'influence de la Chine en Afrique. Et la Russie utilise vraiment le levier militaire et le levier des ressources humaines, des ressources naturelles, puisque la Russie a investi à travers beaucoup d'entreprises dans le Maghreb. Je crois qu'il y a des grandes structures, Gazprom qui a investi beaucoup de milliards de dollars en Algérie, et il y a Lukoil qui est au Ghana également. Donc il y a beaucoup d'entreprises, j'ai envie de dire, russes qui investissent également, mais ils ont leur levier historique qui est le levier militaire. Avec Wagner dont on a parlé tout à l'heure, évidemment la société militaire Wagner qui prend de l'influence, pas seulement en Afrique, mais l'influence aussi en Ukraine. Merci. Docteur Jean-Marc Koulaye. Oui, vraiment, j'ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt mes prédécesseurs. Alors, ce que je voudrais dire, moi, on parle aujourd'hui d'influence, mais on n'aborde pas la question de contre-influence. C'est ça. Parce que on parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle des BRICS, etc. Mais nous devons comprendre que nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi apporter notre influence. Comment est-ce que nous emmenons les choses à changer? Parce que tel qu'on regarde, c'est comme si nous sommes passifs et les gens viennent au niveau de l'Afrique et ils essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent maintenant... Ah, mais pour le moment, nous sommes là. Comment on dit? Non, je suis totalement d'accord. Ce que je veux dire, c'est quoi? On parle aujourd'hui de transfert de technologie, c'est à nos dirigeants, c'est à nous-mêmes de mettre en place des structures de recherche et de développement pour pouvoir concevoir nous-mêmes nos propres trouvailles. Parce que si on s'attend à se dire la Chine arrive, la Russie arrive, ils vont vraiment nous apporter des solutions clés en main, mais on se leurre. Il faut que nous puissions prendre conscience que nous-mêmes, nous devons penser notre propre stratégie avant que les gens viennent nous aider. Parce que si on ne réfléchit pas dans ce sens-là, on a eu 450 ans de coopération avec la France, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, il faut qu'on quitte la mentalité d'assistanat pour se rendre compte que, mais tiens, écoutez, aujourd'hui, les enjeux se jouent de notre côté parce que d'ici 2030, etc., en termes de dividendes démographiques, l'Afrique serait vraiment l'un des pays les plus peuplés. Donc, ça représente un marché. Mais par rapport à cet aspect-là, par rapport à cette force que nous avons,
qu'est-ce que nous mettons en place, nous personnellement, par rapport à cela pour pouvoir anticiper ces questions-là? Tout à fait. Au lieu de dire, ah oui, il y a tel pays qui arrive, qui veut influencer, etc., qui veut nous manipuler, on est un peu comme des personnes passives. C'est vrai que nous sommes une jeune fille, mais éventuellement, nous devons comprendre que nous devons aller vers la maturité. Parce que les nouveaux, on va dire les nouveaux intéressés, les nouveaux partenaires qui arrivent, ils ont des intérêts. Je suis désolé, la Chine a son idéologie. Derrière la roue de la soie, chaque puissance qui arrive a une idéologie. Donc au-delà même de la guerre économique ou bien de la dimension économique ou la dimension hard power, il y a la dimension idéologique. Quand un pays vient pour vous aider, mais il vient aussi avec son idéologie, il vient aussi avec sa langue. Donc nous également, on doit se dire, mais tiens, par rapport à ce état de choses, comment nous en tant qu'Africains, on essaie de dire dans la coopération, et je l'ai dit, le programme AGOA, il est en anglais. Ce qui fait que quand tu ne comprends pas l'anglais, il est difficile, toi, de pouvoir comprendre quels sont les thèmes du contrat. Mais pourquoi ne pas traduire ces programmes-là dans nos langues vernaculaires, par exemple? Vous voyez un peu, ça permettra vraiment de pouvoir corriger ces déséquilibres-là. Donc moi, je fais partie des personnes qui disent qu'on peut proposer des solutions. C'est vrai qu'on parle de financement, on parle de trucs, mais je pense qu'il y a aussi le mindset qu'il faut pouvoir... Pour revenir sur la force et les faiblesses, il faut dire déjà qu'effectivement, on sait très bien que cette conférence a pour... je crois, la conférence des leaders africains et les leaders américains avaient pour objectif de contrer l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Alors donc nous sommes donc en face de deux blocs, et le bloc occidental et le bloc considéré aujourd'hui comme les BRICS aujourd'hui. Les BRICS. Alors donc le bloc occidental, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, c'est une puissance, les forces d'abord. C'est d'abord, les États-Unis ont un soft power très puissant sur le plan culturel. C'est une puissance d'abord culturelle, c'est une puissance scientifique, c'est une puissance militaire et c'est à la fois une puissance économique. La faiblesse du bloc, pas des États-Unis, mais aussi du bloc occidental, sa force c'était cela. Mais les faiblesses de ce côté, il faut dire aussi que nous sommes aujourd'hui à la fin de l'hyperpuissance américaine. Nous avons un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, notamment avec, je vais dire, le développement de la Chine, aujourd'hui qui constitue un bloc. Tout à l'heure, il a parlé de l'Inde, il a parlé de la Chine. Ces deux blocs-là aujourd'hui sont ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique va constituer demain le bloc le plus important sur le plan économique, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan démographique. Alors maintenant, quand on prend le bloc, je vais dire le bloc de la Chine et de la Russie, leur force effectivement c'est ça, j'ai pas bien suivi la faiblesse du bloc occidental. Donc bien entendu, la faiblesse du bloc occidental, c'est la perte d'influence de l'hyperpuissance américaine et je vais dire il y a aussi l'héritage colonial dans certains pays africains, notamment dans les pays francophones, et la propension, je vais dire, à la capacité à se renouveler et aussi à certaines puissances qui jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre que les temps ont changé et que qu'il faille et bien évidemment pouvoir changer de paradigme vis-à-vis des pays africains. Vous pensez à un complexe de supériorité? Un complexe de supériorité, notamment, je veux dire, ceux qui sont les plus mis en exergue actuellement, ce sont les élites françaises, aujourd'hui, qui n'ont pas compris aujourd'hui qu'effectivement, la jeune génération, particulièrement dans les pays francophones, ne connaît pas De Gaulle, ne connaît pas Chirac. Aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple du Burkina Faso, le jeune capitaine de 32 ans qui est né dans les années 80. Bon, je ne sais pas. Donc, il y a toute une génération, beaucoup de choses sont en train de changer. Vous avez des pays comme les pays africains où il y a 2000 à 3000 doctorants, titulaires de doctorats qui sont au chômage sans compter les maîtrisards aujourd'hui. Donc je veux dire que le niveau intellectuel des populations a augmenté, leur capacité de compréhension des enjeux mondiaux a beaucoup changé et il y a aussi l'apport, nous sommes dans une économie numérique, l'apport des réseaux sociaux aujourd'hui a fait que lorsqu'un événement apparaît ou bien a lieu aujourd'hui dans une petite partie du monde, cet événement est relayé. Donc je veux dire que la conscience des populations a beaucoup évolué. Donc maintenant pour le dernier point, je voulais peut-être rebondir comme faiblesse. Oui, j'étais en train de terminer sur la force, voilà, sur la force maintenant. Des BRICS. Oui, la force des BRICS et puis la Chine et de la Russie, c'est véritablement vous savez que les Africains sont beaucoup sensibles sur certaines choses. On sait
sent quand même un certain respect de nos autorités publiques et choses, et politiques et publiques. Et cela, on le sent. Lorsque ces pays-là viennent... L'Afrique est trop au sentiment. Il y a quelqu'un qui vient comme il me respecte. Bon. Non, mais c'est normal, c'est très important. Comme il me respecte, non, mais c'est très important, M. Jean-Charles. M. Jean-Charles Siba, vous m'écoutisez. Nous savons très bien que nous avons des richesses. Et c'est le fait de vouloir effectivement de briser ce complexe-là. On sait très bien que les pays africains sont riches. Ils sont immensément riches, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ces richesses ne profitent pas aux populations. Donc effectivement, ces pays-là viennent avec un nouveau discours. Ils viennent avec des projets concrets. On a parlé de la Chine, la route de la soie. On a vu un peu la Russie qui intervient, en tout cas dans certains pays. On a vu militairement, comme M. Nedro le dit souvent, avec la Russie, bon, quand vous êtes en accord militaire, la Russie assume. Ils assument et ce que la Russie assume. Ce que les pays africains reprochent par exemple au bloc occidental, c'est de ne pas souvent tenir leurs engagements. Et on a vu que depuis l'arrivée des Wagner en Centrafrique aujourd'hui, plus ou moins il y a un certain calme. On voit aujourd'hui que l'armée centrafricaine est beaucoup plus structurée, etc., etc. On livre des avions, il n'y a pas d'embargo sur telle arme. Je pense que ça permet à ces pays-là de se défendre. Donc je pense que les Africains pensent que les relations sont beaucoup plus franches et sont beaucoup plus sincères. Ça, c'est leur force. Et bien évidemment, je veux dire que les faiblesses, effectivement, c'est parce que ce sont des pays qui ne connaissent pas très bien l'Afrique. Beaucoup de gens se plaignent, par exemple, des contrats chinois où les ouvriers sont très mal payés sur le terrain aujourd'hui. La question aussi des droits de l'homme. La question des droits de l'homme. La question des droits de l'homme. Pas tellement, voilà, les droits. La question de ces pays ne respectent pas les droits de l'homme. Voilà. Et puis je veux dire que il n'y a pas quand même cette proximité-là au niveau de ces pays-là. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent aux États-Unis, en France, etc. Je pense mais il n'y en a pas assez. Il y a 8 millions d'Africains. Voilà. Et puis il n'y en a pas assez en Chine. C'est tout un pays quand même. Il n'y en a pas autant en Chine qu'en Russie parce que vraiment ce sont des pays qui n'acceptent pas facilement ou les Africains. Moi je n'ai pas dit qu'ils n'acceptent pas facilement. Vraiment les Africains n'y vivent pas comme je veux dire les Africains vivent aussi. Ça dépend des relations historiques. Donc voici ce que moi je peux dire à ce niveau. Ça dépend en fait des relations historiques. Et pour revenir un peu à la faiblesse, ce que je voulais ajouter à la faiblesse de l'OTAN, parce que quand on parle du bloc de l'Ouest, c'est vraiment l'OTAN. C'est vraiment les guerres qu'ont mené l'OTAN, qu'a mené l'OTAN dans les pays tels que l'Irak. Les Africains ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a pu bombarder l'Irak et qu'à la fin qu'on dise attention, on s'est trompé. Le bombardement de la Libye. Les Africains ne comprennent pas comment est-ce que l'OTAN, le bloc de l'Occident, a pu bombarder la Libye de Kadhafi. Mais c'est logique dans la tête des Occidentaux. Dans un seul leur tête, voilà. Donc, du coup, ces antécédents sont comme, j'ai envie de dire, ces antécédents inexplicables évidemment, deviennent comme, j'ai envie de dire, des plaintes pour les Africains. C'est-à-dire que, non, c'est même pas seulement les Africains. L'ensemble, j'ai envie de dire, de cette nouvelle génération dont il parle, ne comprend pas évidemment quelles sont les véritables raisons qui ont poussé le bloc de l'Occident à vouloir faire cela. Donc ça crée une certaine méfiance vis-à-vis de l'Occident. L'autre chose aussi où le bloc de l'OTAN a perdu, l'autre faiblesse, c'est la guerre de l'information. L'Occident a perdu la guerre de l'information. Voilà, face à la Russie, face à la Chine. Oui. Parce que la Russie a une machine de propagande à une dimension pas possible. Ça, c'est clair. Sur les réseaux sociaux, avec j'ai envie de dire, des chaînes d'information telles que Russian Today, Sputnik, et ainsi de suite, ont développé une puissance, j'ai envie de dire, une capacité d'information tellement puissante qu'aujourd'hui, la plupart, depuis un certain moment, la plupart des informations que donne la Russie, par exemple, quand la Russie montre ses armes les plus puissantes, tout le monde est étonné. Quand la Russie parle des capacités de l'arme, par exemple de Poséidon ou Satan 2 ou je ne sais pas quelle autre arme encore, tellement d'armes. Mais ces informations, je veux dire, prennent la toile, prennent, j'ai envie de dire, une dimension internationale et tout le monde a cette confiance-là. Alors que la jeune génération est branchée, j'ai envie de dire, à l'économie, aux plateformes numériques. Hein, et donc, du coup, il y a cette guerre d'information que l'OTAN a perdu, que le bloc de l'Occident a perdu. Et ça, il faut être clair là-dessus, il faut le dire clairement. Et aujourd'hui,
c'est vraiment l'un des éléments les plus faibles Permettez-moi d'ajouter très rapidement en une minute ce que Néné Dro a dit. Je pense que le bloc occidental a fait une erreur grave, c'est de fermer les médias russes en Europe à l'issue de la guerre en Ukraine. Parce que le fait d'avoir fermé les médias russes en Occident, aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir des griefs du fait que, par exemple, certaines chaînes occidentales soient coupées en Afrique aujourd'hui. Ils ne peuvent plus donner des leçons aujourd'hui aux Africains pour leur parler de liberté au niveau de l'information aujourd'hui. Je pense que ça a été une erreur grave. S'ils peuvent la réparer, ils vont la réparer. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus. Si vous avez coupé les chaînes russes en Europe, mais c'est tout à fait normal que, par exemple, vos chaînes soient coupées dans les pays africains. Non, ne vous plaignez pas. D'accord, oui, docteur, très rapidement. En termes de faiblesse, je dirais même au sein même du bloc occidental, il n'y a pas de stratégie unifiée en fait. Je prends l'exemple au niveau de l'Union européenne. Vous voyez souvent que sur certaines questions, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez un peu, l'Allemagne et la France, souvent sur certaines questions, ne sont pas d'accord. Vous voyez que souvent au niveau des États-Unis avec la France, donc on a l'impression que c'est un bloc unifié, mais ils n'ont pas souvent la même vision. Donc il y a cet élément qui les freine. Également au niveau donc du bloc occidental, c'est pour moi la politisation en fait de l'instrument militaire au niveau étranger. C'est-à-dire par exemple nous prenons, si un chef d'État par exemple au niveau politique, il est en désaccord en termes de ligne avec un chef d'État ou une région, automatiquement il instrumentalise, disons, la dimension militaire pour régler ses comptes. Et ce sont des éléments qui ont induit vraiment leur administration en erreur sur certains terrains. Okay. D'opération. Merci, voilà. Très rapidement. Merci beaucoup. Monsieur Sadia, et comment voyez-vous le futur des relations États-Unis d'Amérique-Afrique? Plus d'implication des États-Unis en Afrique de façon concrète à travers des projets structurants. Je pense que le président américain a dit une phrase, je pense qu'il faut qu'on la répète. Et lors de ce sommet, il a dit « Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et le monde réussit ». Donc je pense que cela va pouvoir être, je vais dire, lié, cette parole-là va être liée aux actes, étant entendu que ce que les États-Unis regardent, c'est aujourd'hui, je vais dire, l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire la zone de l'Inde où va se trouver la future croissance, non seulement économique, mais la future croissance démographique qui va constituer une puissance. Et l'Afrique aussi, eu égard à ses ressources stratégiques, très importantes dans la transition énergétique, dont je peux tout à l'heure parler des métaux qu'on appelle les métaux critiques. Donc ça fait que il va falloir compter désormais avec l'Afrique et aussi en plus de cela il va falloir compter avec l'Indo-Pacifique. Donc je suis tout à fait optimiste eu égard au balai des dirigeants européens et pratiquement américains en Afrique. D'accord. Comment voyez-vous les relations futures, M. Serge Nedro? Évidemment, l'Afrique va continuer d'être un terrain de conflit géopolitique très agressif. Ça, il faut le dire, les années qui vont suivre, j'ai envie de dire qu'on va sentir vraiment cette pression sur nos dirigeants vont sentir cela. C'est une pression accrue des différents blocs, hein, parce qu'on part de plus en plus vers une réalité, soit on est du bloc de l'Est, soit on est du bloc de l'Ouest. Voilà, vraiment c'est un choix stratégique assez clair, et je pense que l'Afrique du Sud a donné le ton assez clairement lors de la dernière visite du ministre des Affaires étrangères Lavrov, où la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a dit « La Russie est notre ami ». Nous n'avons pas de compte à rendre. Si un bateau russe arrive chez nous, si le bateau russe part, on n'a pas de compte à rendre. Donc, quelque part, il aura un choix véritable à faire. Donc, c'est pour ça que je parle d'agressivité, vraiment du conflit géopolitique sur le plan africain. Deuxième chose, a dit, il faut dire qu'il aura aussi, il appartiendra à l'Afrique de pouvoir demander le changement de la gouvernance mondiale. Dans les instances internationales, il faut que l'Afrique ait sa place, telle que, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut que l'Afrique ait sa place. Oui. Au G20, tel que le président Biden a fait son plaidoyer, il faut que l'Afrique ait sa place. Également, dans d'autres institutions, il faut que l'Afrique ait sa place. Et il faut qu'au moins il y ait un membre permanent qui soit un pays africain. Et cela est très important parce qu'on n'a aucun membre permanent qui soit un pays africain. Tous les autres continents ont des membres permanents, sauf l'Afrique. Et donc je pense qu'à partir de ce sommet USA-Afrique et des autres sommets qui vont venir Russie-Afrique ou
UE-Afrique, l'Afrique doit porter cette parole pour dire nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde et nous pouvons prendre nos responsabilités. Il est important que vous nous donnez cette place qu'il faut dans la gouvernance mondiale. Merci. Pour terminer très rapidement. Donc je pense que je souscris entièrement à ce que ont proposé mes prédécesseurs, mais je dirais que je vois une fragmentation de l'Afrique. Vous voyez déjà au niveau, par exemple, nous avons la zone de l'UEMOA ici, nous avons le Burkina, le Mali et la Guinée. Qui très récemment en train de créer une fédération en fait. Ils sont en train de créer une fédération. Vous voyez déjà qu'on a un ballon d'essai. Vous voyez déjà qu'il y a comme une fracture qui commence à s'opérer par rapport donc à des choix et à des partenariats. Donc je vois déjà une fragmentation au niveau donc des blocs économiques au niveau de l'Afrique. Éventuellement, je vois aussi beaucoup de soft power. Au-delà de l'agressivité, je vois aussi l'aspect soft power, l'aspect culturel. On va voir vraiment en Côte d'Ivoire que la langue chinoise va commencer à intervenir dans les programmes scolaires. Avant, c'était quoi? C'était le français, l'anglais. Donc on va commencer à sentir vraiment une influence douce, comme on dit soft power, au sein même des pays africains. Donc voilà un peu ces aspects que je vois. Il ne faut pas ignorer aussi l'aspect de l'arabe. Les pays arabes, on en parle moins, mais ils sont en train de chercher aujourd'hui à se rapprocher avec l'organisation de la Coupe du Monde. Cette diplomatie sportive qui a été mise en œuvre, qui a rapproché certains peuples qui au départ ne s'entendaient pas. Donc pour ne pas faire de digression, je sens que vraiment les choses, on parle de multipolarité et je pense que l'Afrique doit ressortir bénéficiaire. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Notre émission est terminée. Sommet USA-Afrique, quels enjeux? Nous en parlions avec M. Sadia Zouzou. Merci beaucoup, M. Sadia, M. Serge Nedro. Merci, Dr Jean Makoulaye. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et nos programmes se poursuivent sur la chaîne Utile.